chers amis, les habitués de ce genre d'opération ici, on le fait assez souvent, pour le lancement de livres qu'organise régulièrement l'hôtel NSI, afin de promouvoir justement les auteurs, qu'ils soient connus ou moins connus, à chaque fois qu'il y a une parution, et ce sous l'égide de Petrusmoc, de la librairie Petrusmoc que vous pouvez visiter auprès de la réception de l'hôtel. Ça dure depuis de nombreuses années grâce à l'initiative donc de NSI Parc Hôtel, ce genre d'opération de lancement de livres, quel que soit le livre, et pour que ça respecte un certain critère de qualité, bien évidemment. Et vous imaginez, à chaque fois que je présente un livre, il faut qu'on essaie autant que possible d'être original, surtout pour ceux qui ont l'habitude de venir régulièrement. Et pour trouver l'angle qu'il faut, surtout quand on se retrouve avec un livre de plus de 500 pages. Bon, c'est court, hein. C'était au départ 1000 pages que l'éditeur a cru bon de raboter pour un format un peu plus accessible, disons, et qui ne risque pas de provoquer une tendinite si vous lisez le livre le soir à côté de votre femme, à côté d'une lampe de chevet. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas terminé le livre, je vous avoue franchement, parce que le livre m'a été remis il y a quelque temps seulement. On a pu heureusement faire une édition de Dimanche Culture avec Tico. Vous parlez, non pas seulement du livre, mais aussi du personnage qu'il est. Dans la fiche que Tico m'a remise, il dit qu'il est un grand admirateur de Victor Hugo, de Flaubert, d'Alfred de Musset, de Chateaubriand et de Dumas. Ce sont des auteurs qui nous ramènent à des styles aussi, à des souffles épiques dans leurs romans. Pour ceux qui sont tapés, par exemple, les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, ils savent de quoi je parle en ce moment. Alors ça, à côté, ce livre est un nain, une version bonsaï de Chateaubriand, faut le dire. Et quand j'ai eu la liste de ces auteurs qui ont marqué l'auteur en question, je me suis dit qu'il y a une grosse lacune quand même. Voilà, j'ai trouvé l'angle qu'il fallait pour commencer cette présentation. Ben, il manque Jean-Paul Sartre. Pourquoi Jean-Paul Sartre fait défaut? Il y a cette lacune, c'est parce qu'en 1948, Jean-Paul Sartre avait écrit, je pense sur la correction de Gillian, Geneviève, les mains sales. Ah, c'est pas les mains invisibles, mais les mains sales. Sauf qu'il y a quelques similitudes quand même. Dans les mains sales, Sartre, Laurie, fais dire à cet enfant. Dans les mains sales, Sartre fait une analyse de l'engagement politique, mais surtout sur le plan philosophique. Et c'est des jeunes qui préparent une révolution dans Sartre, et ils discutent de la pertinence ou non de mener le peuple en bateau pour justement réussir la révolution. Bon, c'est pas Sartre ici, c'est autre chose, parce que le livre commence dans une salle de rédaction avec un rédacteur en chef et 3 journalistes. Il y a 3 journalistes là, Alain, Jérôme et Jean-Claude. 3 journalistes qui sont avec. On repart. Tout le monde, on a 1 300 000 journalistes à l'île Maurice, de toute manière. Et 3 journalistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont porté atteinte à la sécurité de l'État. Et il y a une dictature
qui se met en place. Et ça, c'est intéressant. Et bien évidemment, il y a une révolution estudiantine, pas comme celle organisée par Amadou Sami en 1975 sur le front de Grande Guerre. Et il y a cette révolution qui se met en place, et tout le monde se descend dans la rue, les étudiants descendent dans la rue, et la répression s'organise. C'est-à-dire que le pouvoir en place, cette dictature ne peut s'empêcher de réprimer cette révolte qui a gagné toutes les sphères du pays. Et un prêtre n'a rien trouvé de mieux à faire. Pourquoi j'ai pensé à Henri Souchon dans le rôle de ce prêtre qui prend en charge la manifestation justement pour éviter que la répression ne s'abatte sur les manifestants. Et il organise une espèce de grande messe à ciel ouvert. Et c'est là que quelque chose d'imprévisible arrive. Il y a des signes qui se manifestent dans le ciel. Voilà, je vous laisse deviner un peu ce qui se passe. Voilà un peu pour le scénario du livre. Et je crois que pour ceux de notre génération, c'est plus de 60 ans, nous allons retrouver dans le livre de Tico Supaya une sémantique qui nous est familière, en fin de compte, pour ceux qui ont connu les années de Braise, pour ceux qui se sont retrouvés en prison, comme je vois quelques récidivistes aussi dans la salle, et dont Jérôme Boule, forcément. Hein? On ne peut pas le compter parmi ceux qui ont, parce qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur en prison. On vous racontera ça, éventuellement. Contre mon gré. Contre son gré pénal. Voilà pour vous dire, ce livre-là mérite d'être lu, parce que c'est un livre un peu spécial, parce qu'on rentre dans un univers extraordinaire qui est celui de Tico Supaya. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. Je demande à Rama de venir pour prendre la parole, parce que Rama, je ne savais pas qu'ils se sont connus à l'époque, quand ils étaient très très jeunes, quand Rama était encore sportif dans l'équipe des trotteurs à Port-Louis. Toujours sportif. Comment le contredire? Lui, il était son frère, Vijay était aussi un grand sportif. En fin de compte, c'est un pan de l'histoire que vous allez vivre avec nous ce soir. Donc, on applaudit, bien sûr. Hein. Merci, Finlay. Albert Tico Supaya fut né le 21 juillet 1957. Je me rappelle le collège John Kennedy, bien plus jeune que moi, avec ce lunette noire. C'est une raison qui fait exprimer une lunette noire, ça l'est. Il était aussi sportif et champion high jump. Quand Tico pour faire Forme 5, moi, je suis déjà à l'université Maurice. Il était même classe en mon petit frère Christian. Et il était bien la case quand je suis et un peu dans certains cisés. Parfois, nous écoutons la musique ensemble. Un soir, mon frère Tico écoute Léo Ferré. Et il demande moi, cassette là prêtée. On prend une petite cassette, ça, une petite cassette. Quand il retourne cassette là après, il y a une bonne manière, quand il prend prêté, il retourne. Il fin récite le silence de la mer, ok. Je fin apprécier sur la voix et sur performance mondiale Tico que les affaires théâtre. Plus tard, Tico peut jouer dans plusieurs pièces théâtre,
dans plusieurs spectacles et beaucoup de monde pour reconnaître ce talent. Dans le Festival d'Avignon en 1986, Tico fin joué dans des pièces Malcolm de Chazal. Comme ça, vous présente sur Petrousou. Sens plastique et à paradoxe, mise en scène par Claude Hainaut. Et là, pour rappel, par exemple, rôle Tico dans Ombre et Lumière à la Citadelle et Judas dans une mise en scène Gérard Sullivan dans Théâtre Plaza. À l'époque, c'était un théâtre dans Plaza. Tico tient un rôle Othello dans la première pièce Shakespeare en créole mauricien, traduction Richard Etienne, mise en scène Henri Favori, production immédiate dans Théâtre Plaza en 1992. Jusqu'à l'air, Tico finit écrire 3 pièces théâtre, il finit mettre en scène une 15aine de pièces spectacle, il finit jouer dans une 20aine de pièces, au moins 10 parmi avec Mauritius Drama League dans mise en scène Raju Raman. Tico finit une présence remarquable dans la scène théâtrale Maurice. Aujourd'hui, il marque sa présence dans la scène littéraire, avec soutien Alain Gaudin-Gentil et Pamplemousse Édition. Alain, là? Alors, mais c'est pas là, vous avez cachette. Une petite anecdote avant de terminer. Comment Tico fin joindre sa femme, Patricia, qui soutenait lui dans tout ça qu'il fait? Quand Tico venu immédiat en 1989-90, avant les 20 mois, il permet de dialogue avec mon secrétaire, Patricia. Parfois, il peut venir bien en avance. Parfois même, bien en avance. L'on est arrondi. 89-90, et je suis marié en 1990. Tu te rappelles ça, tu fais le discours? Alors, ça c'était Tico Soupaya. Tico Soupaya, il a l'âme et talent d'un artiste, avec une sensibilité militant investigateur. Aster nous pouvons découvrir dans sa petit livre 500 pages plus, nous pouvons découvrir lui en tant qu'un écrivain. Bon sens, Tico. Merci Rama. J'ai l'impression de revivre un pan de l'histoire avec ce récit qui Rama fait. C'est vrai, on a l'impression, il est très jeune, l'auteur en question, Tico, mais on a l'impression qu'il a vécu plusieurs vies compte tenu de nombreux secteurs qu'il a couverts. Scénographe, poète, dramaturge, écrivain, etc., comédien. Donc on a le sentiment qu'il a vécu plusieurs vies, et je crois que c'est toutes ces vies-là qu'il a résumées dans Les mains invisibles. Sans plus tarder, nous avons prévu pour cette cérémonie de lecture. Alors, je vais vous situer un peu où ça se trouve dans le livre. Nous sommes chez le couple de Landru, dans le grand salon. Mari et femme discutent. Mathilde, fille unique, vient d'une riche famille, les Van Detmer. Guillaume, son époux, sollicite l'appui de sa femme et de sa fortune familiale pour se lancer dans une carrière politique. Cependant, Mathilde se sent trahie par l'infidélité de son séduisant mari. Elle n'hésite pas à lui lancer des pics
à chaque occasion qui se présente. Et là, c'est Bill qui va commencer à lire son extrait. Après cela, autour. Les deux ensemble. Ah, les deux ensemble. Oh, c'est une chorale. Donc, je vais. Non, ça sera à double voix, en même temps. Allez. Écœuré de servir des élus sans charisme, sans vision et sans ambition, Guillaume de Landru, alors préfet du département de Rocheville, chérissait en son fort intérieur l'idée de faire carrière en politique. Mais pour cela, il fallait compter avec le soutien de sa femme, Mathilde, et les membres de sa belle famille, les Vandelmer. Un jour, alors qu'il se confiait à sa riche épouse, cette dernière lui fit cette réflexion. Mon cher époux, sachez qu'avant de manipuler les hommes, il vous faudra d'abord maîtriser les lois qui les gouvernent. Les hommes, individuellement, peuvent faire preuve d'une certaine complexité et montrer de la résistance. Mais en groupe, ils sont plutôt suiveurs et soumis. Cher ami, voulez-vous me servir du champagne, je vous prie? J'ai quelque chose à vous montrer. Curieux, Guillaume de Landru l'a suivi du regard, alors que s'est dirigé vers une commode Louis XV, sous la grande fenêtre vitrée, non loin du piano à queue. Elle tira délicatement des tiroirs, retira un objet et revint à son mari. Elle lui raconta en même temps comment Gonzague Vandelmer, son défunt père, voyait lui les choses. Voyez-vous, la loi, qu'on l'accepte ou pas, qu'on la contourne ou pas, en toutes circonstances, notamment en politique, il est primordial de maîtriser le domaine. Car en diplomatie, la perception l'emporte sur la droiture, la loyauté sur l'honnêteté, la diplomatie sur la rectitude, la discrétion sur la transparence et le lobby sur la conviction. Père était d'avis que c'était là où résidait l'alchimie de cette entreprise. Guillaume de Landru lui fit remarquer que son illustre paternel fait une totale abstraction du peuple et par là même la souveraineté de l'électorat. Père s'en foutait royalement. Il n'a jamais aimé la médiocrité et avait une franche aversion pour ceux qui bêlent à chacune des invectives, que leur crachent ceux devant leur micro et tous ces battages médiatiques qui les abrutissent au point de leur faire oublier qu'au final, ils vont se faire mettre par la droite comme par la gauche, qu'on se clame démocrate ou républicain. Père disait qu'ils adorent tous leur Dieu comme leur diable, toujours prêts à étriper quiconque froisserait leur divinité. C'est un ridicule, vous ne trouvez pas? Que les dieux immortels soient défendus par leurs minables petits mortels de dévots. Il suffit de donner des raisons et des armes pour qu'illico presto, les plus pacifiques se transforment en féroces gladiateurs. C'est nous qui avons fait de leur vote un droit et un devoir. Et même que nous l'avons rendu civique, sacré même, je dirais. Trêve de plaisanterie. Retenez bien ceci. C'est nous qui choisissons les gladiateurs, et à nous de décider de leur victoire ou de leur défaite. En politique, voyez-vous, quand le sommet de la pyramide pointe le ciel, sa base doit rester bien plantée là où il le faut. Alors, je vous serais gré de jouer aux contorsionnistes, car en politique, tout n'est pas une question d'argent, mais de l'art de bien se placer. Guillaume de Landru regardait Mathilde, qui à ce moment-là se dirigeait vers la fenêtre. Elle se tenait devant l'immense baie inondée de la lumière du jour. Auprès du voilage des rideaux, son corps en contre-jour semblait translucide,
Telle une ballerine, elle s'est tenue debout, la nuque légèrement penchée sur sa délicate épaule, tandis que ses longs cils papillotaient aux éclats des reflets de l'eau du bassin du jardin. Elle paraissait si petite, si fragile, que Guillaume de Landru se demandait d'où pouvait lui provenir cette force qui s'est dégagée de ses propos. Bathilde rêveuse, sans se retourner, lui fit cette réflexion. À propos du peuple, votre électorat, comme vous dites, ce banc de saumon que l'on fait trémousser la durée d'une campagne pour que se gavent les requins, le temps d'un mandat ou deux. Elle laissa sa phrase en suspens, puis se retourna et fit face à son mari, comme pour conclure. Il vous faudra être prédateur, mon cher. À ces mots, Guillaume de Landru eut un regain de confiance, au point qu'il pressentit en elle une alliée idéale pour concrétiser ses ambitions. Alors il saisit l'occasion en lui assurant qu'il saura être ce prédateur, si en retour, elle lui garantissait son soutien. Mathilde, avec mélancolie, laissa un moment flotter son regard dans la vaste étendue du jardin. Puis, elle lâcha les tuyaux du rideau, s'approcha de son mari et lui dit: L'homme est la seule espèce capable de s'en prendre à elle-même jusqu'à sa propre extermination. Alors, comprenez que pour toute chose, comme pour toute vie, il existe un prédateur. Et qu'en politique, un dictateur reste néanmoins une proie. Sachez que les saints ont toujours été les meilleurs prédateurs qui soient. Leur sainteté ou leur piété, si vous préférez, à elle seule, a su dans nombre de cas démolir les royaumes entiers, sans effleurer la moindre trace d'une paix. Ce monde est peut-être romantique, mais reste néanmoins un tribunal qui vénère son échafaud. Guillaume de Landru ne comprit pas très bien où elle voulait en venir. Toutefois, comme le sujet énoncé, il tenta de plaider sa cause. Ma chère Mathilde, j'aurais besoin de votre aide. Je sais. Bien, et alors? Alors, trésor, je pressens que vous excellerez. Alors oui, vraiment. Ah oui. Et à quoi voyez-vous cela? Allons donc, ne soyez pas ridicule. Je ne vois vraiment pas encore. Mon cher petit époux, vous me feriez croire que vous auriez demandé ma main par amour? Ne gaspillons pas notre salive sur le sujet, je vous prie. Audra s'en souviendrait. Ne croyez-vous pas? Quant à moi, le regard de nos femmes de chambre me le rappelle tous les jours que le bon Dieu nous donne. Je pense à ces donzelles que vous vous payez à mes frais. Ah non, non! Vous n'allez tout de même pas prêter foi à ces calomnies et ces ragots dont se gavent les petites gens, sitôt qu'un homme a su faire mon parti. Vous voulez des photos, peut-être? Soyez gentil. Servez-moi mon champagne, voulez-vous? Guillaume de Landru resta bouche bée, troublé par les récriminations de sa femme. Il essaya malgré tout de garder de sa contenance. Faux sourire aux lèvres, au gentilhomme, il lui servit son champagne. Mathilde fixa son mari de regard, trempa ses lèvres et dit: Le temps où les preux chevaliers qui capent au vent au prix de leur vie accouraient à la rescousse de la veuve et de l'orphelin est bien révolu. Savez-vous pourquoi? Or, je suis impatient de vous l'entendre dire. Ils le faisaient pour redorer la couronne de leur souverain roi, et non par vertu naturelle, et encore moins pour le petit Jésus. Pourquoi vous me... Parce que ces mêmes preux chevaliers seraient capables de décapiter ces innocents-là, si seulement leur souverain le leur demandait. Alors, je vous en conjure, ne soyez pas crétins. La politique, si vous y prenez mal, elle vous bouffera, elle vous mâchera, elle
il vous crachera. Faites gaffe à vos ambitions. Morale de l'histoire, ne mettez pas l'héritage de votre belle famille en péril. Au contraire, nous attendons de vous de le faire fructifier. Me suis-je bien fait comprendre? Madame, sachez que je suis peu enclin au chantage. Taisez-vous, je vous prie. Votre campagne médiatique ne serait souscrite qu'avec le concours de votre pieuse épouse et des généreux sponsors de votre belle famille. Nous attendons de vous faire la nuance entre sponsor et donation, qu'il y ait retour sur l'investissement. Elle soutint son regard hautain face à son mari, alors que d'une main, elle lui remit la flûte de champagne, de l'autre, elle lui tendit un carnet. Instruisez-vous. Cette conversation m'a épuisée. Je me retire dans les appartements. Libre à vous de vous adonner à vos viriles galipettes. Cela pour sûr vous remontera le moral. Vous en aurez besoin, je le pressens. Mais soyez un tant soit peu discret, Dieu du ciel. Sur ce, Mathilde se retira. Ce soir-là, Guillaume de Landruc s'enferma dans sa chambre pour jeter un œil sur le carnet du défunt beau-père. C'était un petit calepin noir avec un petit crayon fourré à son dos. À la première page étaient inscrites ces quelques réflexions. Alors, voyons. Les premiers seront les derniers, et ceux du milieu alors. L'argent ne fait pas le bonheur, la misère non plus. Le peuple détient la souveraineté, et sur le trône, c'est qui? Heureux les pauvres, et qu'en est-il des riches? La damnation éternelle et la miséricorde alors. Renverser la pyramide, se tiendra-t-elle debout? C'est quoi ces énigmes? Il y en avait plus d'une centaine de ces remises en question au esthète. Des jours durant, Guillaume de Landruc réfléchit aux propos de sa femme par rapport au contenu du carnet. Il finit par prendre conscience qu'il lui fallait se débarrasser de certaines de ses idées reçues et aménager de la place pour une nouvelle logique qui lui permettrait de s'aligner à la philosophie de sa belle famille et en tirer les avantages de l'entre-soi. Guillaume de Landruc entama alors des études de droit. Déjà diplômé en sociologie et en économie, cette nouvelle certification le rendit encore plus ambitieux. Il arriva non seulement à convaincre sa belle famille de financer sa campagne, mais de lui ouvrir les portes capables de lancer sa carrière. Ainsi, il se fit connaître. Il offrit des dîners de levée de fonds, distribua ses cartes de visite, se fit remarquer dans les ventes aux enchères, adhéra au club les plus mondains. Et en un rien de temps, son nom grimpa au sommet des palmarès des potentiels candidats des partis politiques les plus prisés du pays. Un monde nouveau s'offrit à lui, un monde au-dessus même des institutions de l'État. Dès lors, politiciens et sponsors sont à ses pieds, et son nom supplanta tous les autres pour se propulser en tête de liste ministrable. On le pressentit même pour des plus hautes fonctions. C'était bien le sommet qu'il visait. Sa nouvelle position le fit se sentir si pharaonique qu'il finit par intimider sa propre Mathilde, qui désormais était reléguée au second plan aux yeux de sa belle famille. Et ceci, au profit de son bel oncle et prometteur de mari. Il va sans dire que toute similitude avec des événements d'ici ou d'ailleurs
ne serait que fortuite. Il n'y a que seulement l'utilisation d'un langage que nous, on connaît très bien. Sans plus tarder, j'appelle l'auteur lui-même à vous adresser la parole. Vous nous livrez, non pas en 500 pages, c'est ce qui l'a motivé surtout à écrire ce roman. Tico. Écoute dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure. Chers amis, chers invités, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement de mon premier roman, Les Mains Intimes. Vous pouvez vous imaginer à quel point ce moment est important pour moi, à vous tous qui m'honorez par votre présence. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci d'être de nous ce soir. Merci. Si vous me le permettez, je souhaite exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de cette merveilleuse aventure. Ils ont été mes précieux bêta lecteurs et bêta lectrices. Un grand merci à vous, Luc Leguin. Merci Aileen Yvon. Merci Geneviève Guillotot. Merci Shirley et Mario Radegonde, ainsi qu'à leur fille Anne-Lise Radegonde qui a réalisé la magnifique illustration de la couverture. Je tiens également à saluer le remarquable travail de mise en page réalisé par Jean-François Soukaël. Merci à Barbara Béguet et à Grace Virasamy, les gentilles organisatrices du Parc Hôtel Hérésie. Elles seront heureuses de vous faire visiter la bibliothèque de Petrus Mock, où s'alignent les titres de nos illustres écrivains mauriciens. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. C'est un véritable trésor de la littérature locale, offrant une vaste gamme de genres littéraires pour les jeunes et les moins jeunes. Soutenons nos écrivains mauriciens. Un grand merci à mon éditeur, Alain Gordon-Gentil, directeur de l'édition Pamplemousse. Son professionnalisme, son enthousiasme et sa vision ont été essentiels pour donner vie à ce projet. Je suis honoré de collaborer avec quelqu'un d'aussi passionné par la littérature que lui. Merci, Alain. Mes remerciements vont aussi à Dominique Bellier, la collaboratrice de mon éditeur qui a abattu un énorme travail en rendant mon histoire fluide et agréable pour les lecteurs. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à notre présentateur Finlay Salès, une personnalité qu'on ne présente plus et avec qui j'ai passé un fort beau moment lors de notre dernière rencontre au Radio One. Merci Finlay. Merci à cette autre figure emblématique du paysage littéraire et artistique mauricien, celui que je considère comme mon grand frère, Ramaphosa, pour le bel hommage qu'il m'a rendu. Ces deux grandes personnalités ont apporté une belle dimension à cet événement grâce à leurs mots inspirants et leur énergie communicative. Et mon deuxième page. Oui, et voilà. Et ce moment de remerciement
J'avais quelque chose à dire à mon ami Alain Gordon. Je me rappelle de ce titre de ton livre, le dernier, que tu as publié. Et au vent des ombres, quand la nuit vient. Mais je te propose ceci. Au vent des nuits, quand l'ombre voit le jour. Quand l'ombre voit le jour. C'est ce que tu as fait. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, de cette cérémonie de présentation du livre de Tiko Supaya. Alors, contrairement à un rituel que nous avons établi depuis le début, Tiko ne sera pas en mesure de passer toute la soirée à dédicacer son livre. Il a un problème au niveau de son poignet. Donc, contrairement à tous ceux qui ont passé des soirées à dédicacer leur livre pendant que les autres s'empiffraient à l'extérieur, on peut lui dire de mettre le pouce quand même. C'est pas exclu. Hein? Alors, donc, sinon, et mon frère Bill va m'aider, et je vais pouvoir faire un signe. Voilà, il va faire un effort. Il va émériter. Bravo. Alors, pour ceux qui voudraient être tenus au courant des activités culturelles de NSI Park Hotel, il y a une hôtesse à côté qui va prendre vos coordonnées, mais les numéros de téléphone, et de cette manière-là, vous serez tenus en permanence au courant de ce qui se passe et vous pourrez choisir quand vous voudrez pour venir assister à ces lancements. Sur ce, passez une excellente soirée. Merci.